Les temps modernes, la révolution industrielle, je trouve que ça sent le cambouis, la vapeur et un petit air de Charlie Chaplin, non? Mais revenons-en à nos étoffes. Ici, je ne vous parle pas de machines qui dévorent les ouvriers, mais plutôt de robes spectaculaires, de pantalons bien taillés et surtout de l'outil qui va bouleverser le monde de la couture. Bienvenue sous Les Jupes de ta mère, la chaîne qui explore l'histoire de la couture et de tout ce que l'on ne voit pas toujours dans les coutures. Au XVIIe siècle, les modes s'entremêlent dans les hautes sphères de l'aristocratie. Coiffure loufoque, manches bouffantes, cape. Oui, parfois on frôle la moquerie, mais à Versailles, le ridicule ne tue pas. Il dicte la mode. Et ces moqueries sont vite balayées d'un revers de manche, et les modes dites bizarres deviennent finalement la norme au sein de la cour. Pourtant, le monde de la mode est toujours régi par les hommes pendant que les femmes, elles, restent cantonnées dans les foyers à coudre des linges de maison, lingerie et robes féminines. Officiellement, elles ne sont pas reconnues. Officieusement, elles cousent dans l'ombre. Auront-elles leur place dans ce monde exclusivement masculin ? Oh que oui. Mais pour ça, il leur faudra se battre. Et puis, en coulisses, une révolution silencieuse commence à s'aiguiser. Une petite machine à manivelle, discrète au départ, qui finira par chambouler tout un monde. J'ai nommé la machine à coudre. Cette invention va attiser les foules, entre révolution pour certains et diabolisation pour d'autres. Tout devient plus rapide. Travail à la chaîne, production de masse, démocratisation de la mode, mais également exploitation, résistance et lutte sociale. Car derrière chaque couture se gâche désormais une histoire industrielle, politique et profondément humaine. Dès le XVIIIe siècle, on sent que ça s'accélère. La révolution industrielle transforme absolument tout et crée un vrai séisme. Avant même qu'on ne pense à mécaniser quoi que ce soit, la couture c'était du 100% manuel. Long, minutieux, réalisé principalement par les maîtres tailleurs. Autant dire que chaque vêtement coûtait du temps et donc de l'argent. On est dans une époque où tout s'automatise. Le filage, le tissage et la couture commencent à sentir la pression. Il fallait suivre le rythme de la révolution industrielle ou se faire distancer. Alors l'idée germe. Et si on pouvait automatiser la couture comme on a pu automatiser le filage ? Évidemment, on ne parle pas encore de fast fashion pour l'époque. Ici, le but c'est juste d'automatiser une tâche compliquée pour la rendre plus accessible. L'effet escompté, raté. La machine fait peur plus qu'elle ne fascine. Inconnue, menaçante, elle annonce pour les tailleurs l'extinction de leur métier. D'ailleurs, j'aimerais remettre l'aiguille au milieu de sa botte de foin, puisque l'inventeur de la machine à coudre n'est autre que français et non américain comme on peut nous le laisser croire. C'est Barthélemy Timonier, tailleur de profession, né en 1793 à l'Arbrel dans la région du Rhône, qui est considéré comme l'inventeur de la machine à coudre. L'idée lui vient en regardant des brodeuses crochetées pendant des heures. Un travail long, répétitif et clairement améliorable. Il va alors faire breveter cette première invention le 17 avril 1830, soutenue financièrement par un certain Ferrand Auguste. Sa machine, elle va être présentée à la foire de Paris, où elle fait sensation et où elle trouve de nouveaux investisseurs. Barthélemy Timonier va révolutionner les métiers de la couture au 19e siècle. Mais lui n'en verra jamais la couleur, financièrement parlant. On peut dire qu'à partir de ce moment-là, la couture devient une question de rendement. Sa machine, ce n'est pas encore la bête de compétition d'aujourd'hui. 200 points à la minute et qu'un seul point possible, le point de chaînette, réalisé grâce à une aiguille en forme de crochet et d'une manivelle permettant l'entraînement de la machine. Pratique, mais très fragile. Pas de point droit, pas de zigzag et ne parlons pas de surjet. Bref, on ne peut pas encore réaliser des robes de haute couture avec. Les coutures sont fragiles et à la moindre tension, ça saute. Bon, puis entre nous, vu certains vêtements vendus aujourd'hui en prêt-à-porter, on se demande si on n'en revient pas à ce point de chaînette. Son prototype, fragile, limité mais efficace. Présenté à la foire de Paris, il séduit les investisseurs et terrifie les tailleurs. Car Timonier ne plaisante pas. Il équipe un atelier de 80 machines pour l'armée française. Malheureusement, il y a un réel rejet provenant de la société à l'idée d'introduire cette machine. Celle-ci va dans un premier temps servir à confectionner des habits militaires.
Mais l'histoire vire au cauchemar. En pleine nuit, une horde de tailleurs furieux envahissent son atelier. Ils cassent tout. Machines brisées, rêves pulvérisés. Timonier échappe de peu à l'agression. Et oui, parfois, le progrès, ça pique un peu. Il faudra attendre 1655 avant que la machine à coudre prenne place dans les foyers. Mais avant d'en arriver à là, il y a eu quelques rebondissements. Peu de temps avant sa mort, Barthélemy Timonier s'associe en 1845 à un certain Jean-Marie Magnin. Retenez-le bien, celui-là, car le vent tourne à ce moment précis. Bah oui, attendez, ce n'est pas fini. L'histoire rebondit encore, et elle pique encore un peu plus. Un avocat rusé qui finance plusieurs brevets de perfectionnement. Jusque-là, why not? Et devinez quoi? Bah c'est lui qui va rafler toute la gloire. Le public oublie Timonier et Magnin est à tort considéré comme l'inventeur de la machine à coudre. Le gars est culotté, mais c'est comme ça qu'on réécrit l'histoire en version opportuniste. Timonier, lui, meurt en 1847, fauché comme les blés, peu de temps avant que le Couzeau Brodeur, c'est l'ancien nom que portait la machine à coudre, remporte l'exposition universelle de Paris en 1855. Depuis son invention, l'outil a tout de même évolué. Désormais, la machine est capable de coudre avec un fil continu, une aiguille et réalise même des points de broderie. Avec Timonier, la couture entre dans l'ère mécanique. Et même si ce n'est pas encore le boom de la machine à coudre domestique, la révolution, elle, est lancée. La suite, elle se passe de l'autre côté de l'Atlantique avec un certain Monsieur Singer. Au cours de la seconde moitié du 19e siècle, les idées de Timonier s'exportent bien au-delà de nos frontières. Entre procès, rivalité et plagiat, la machine à coudre est sujette à de nombreux fléaux. Car aux États-Unis, c'est une vraie guerre des brevets qui éclatent. Chacun souhaite avoir le monopole de l'invention. En 1846, Elias Howe dépose un brevet pour un mécanisme de point de verrouillage. Une avancée majeure, mais sans grand succès immédiat. Et comme Timonier, il restera dans l'ombre. C'est là qu'entre en jeu Isaac Merritt Singer, qui a senti le bon filon lui aussi. Bah oui, il est plus facile de voler une bonne idée que de la créer de toutes pièces. Mécanicien de profession, il entreprend de concevoir une machine à coudre plus performante, dotée d'un bras suspendu, d'une aiguille encastrée et surtout d'un pied de biche qui améliore la fluidité du travail. Mais le petit Isaac, il a omis de dire qu'il reprenait certains des principes de base de la machine à coudre d'Elias Howe. Résultat, Singer dépose une demande de brevet, mais Howe, lui, se met en travers de son chemin et le poursuit pour contrefaçon de brevet. Et Howe va gagner cette bataille, mais pour autant, ça ne va pas empêcher Singer de produire cette machine en 1851 et de déposer plusieurs brevets par la suite. Certes, il va perdre le procès, mais il va surtout gagner le marché. La machine de Singer est forcément plus performante que les autres puisque le chemin était déjà tout tracé. Elle est solide et surtout simple d'utilisation. En bref, elle permet de réaliser un vrai point droit. Plus rapide et niveau chiffres, on est à environ 900 points à la minute. Et surtout, un détail de taille. Elle peut être actionnée au pied. Une petite révolution puisqu'elle permet de libérer les mains. Il n'est donc plus question de tenir une manivelle en permanence. Mais il ne s'arrête pas qu'à la technique. Ce qu'il souhaite, c'est que cette machine entre dans tous les foyers. Pour ça, il va adopter une stratégie de vente imparable. Il va notamment user des démonstrations publiques, agents commerciaux, paiements à crédit, cours gratuits et surtout une offre déconcertante. Vendre la machine pour la modique somme de 10$. Un prix qui va permettre d'ouvrir la couture dans les classes populaires. D'ailleurs, petite parenthèse amusante sur la vie privée de Singer, puisqu'elle est digne d'un feuilleton. Plus de 20 enfants reconnus de plusieurs femmes en parallèle, mais la plus connue reste Eugénie Isabella Boyer. Comme quoi, il n'y avait pas que les machines à coudre qu'il était capable de multiplier. Avec Singer, la couture domestique devient réalité. Les femmes cousent à la maison, mais aussi dans les usines. La machine passe du statut de curiosité à celui d'indispensable. Et en 1921, avec l'arrivée de l'électricité, la machine à coudre devient ce que nous connaissons aujourd'hui.
Avant même que la machine à coudre se démocratise, l'industrie textile est en pleine effervescence. En Europe, comme en France, on transforme la soie, le coton, le lin et la laine dans des ateliers ou des manufactures, où l'on teint, tisse et file à la main, le plus souvent. Au fait, tu savais que chaque région en France était spécialisée dans un textile bien précis? Par exemple, tu pouvais retrouver le coton à Rouen, en Alsace, dans les Vosges et dans le Nord. Ou encore la soie, que l'on retrouvait à la périphérie de Lyon et où l'on y fabriquait les étoffes les plus luxuriantes. Ces petits ateliers et manufactures étaient des lieux relativement familiaux, qui sont les prémices de l'usine moderne. Mais avec l'essor de l'industrialisation, tout s'accélère. Au revoir les métiers manuels et bonjour la sophistication et ses machines. La production explose et surtout le textile devient une affaire de masse. Évidemment, qui dit textile dit travail féminin pour l'époque. Les femmes vont vite être mises à contribution. Mais attention, pas n'importe lesquelles. Pas celles des salons, non. Celles des quartiers populaires, des campagnes, celles des villes en pleine mutation. À Épinal, par exemple, si l'industrie textile est dirigée par des hommes, ce sont des milliers de femmes qui contribuent au bon fonctionnement des ateliers. Pourtant, elles restent soumises à l'autorité de leur mari, ne pouvant travailler qu'avec leur accord. Plus dociles, plus nombreuses et forcément moins bien payées malgré des journées de travail interminables. Leur travail, pourtant essentiel, est considéré à tort comme un simple complément de salaire. Mais dans l'ombre des machines, une révolution silencieuse est en marche. Elles deviennent la colonne vertébrale de l'industrie textile. Et pour se faire une place dans le monde du travail, elles vont devoir se battre. Peu à peu, une solidarité se forge. Une conscience sociale émerge. Des revendications s'élèvent pour l'éducation, pour un travail réglementé, pour l'émancipation conjugale, pour le droit de penser et de s'exprimer. Il faudra attendre les années 1870 pour que leur voix commence timidement à se faire entendre et en 1892 pour que la journée de travail soit enfin limitée à 11 heures et le travail désormais interdit entre 21h et 5h du matin. Une avancée majeure, mais l'égalité reste encore très loin. Les résistances sont nombreuses et beaucoup continuent de les rejeter et de les invisibiliser. Bien sûr, qui dit révolution industrielle dit aussi révolution textile. Avec la mécanisation des usines et le travail à la chaîne, même si on ne le définit pas encore comme tel, la mode évolue à grands coups de ciseaux. Les habits deviennent également beaucoup moins contraignants, surtout pour les femmes. Les corsets commencent enfin à se desserrer, laissant place à des tenues plus fluides, moins volumineuses et surtout adaptées au travail. Adieu crinoline, bonjour modernité, dentelle, broderie, tissu imprimé, autrefois réservé à l'élite, s'ouvre peu à peu aux classes populaires. Et une autre révolution, les teintures chimiques, découvertes dans les années 1850. Pour la première fois, on peut produire des couleurs éclatantes à moindre coût. Les robes violettes ou bleues électriques deviennent accessibles et ça change tout. La mode sort du noir, du beige, du blanc et rentre dans l'ère moderne. Enfin, les premiers magazines de mode apparaissent. La mode illustrée, fondée en 1860, diffuse des planches colorées qui font rêver les femmes de province. La mode devient un imaginaire collectif, pas seulement un privilège de cour. Grâce à l'industrialisation, les coûts de production baissent. Plus besoin de passer des dizaines d'heures à la main pour créer un vêtement. Et dans cette démocratisation du textile, les femmes, encore elles, changent la donne. Pas à pas, point par point, elles redessinent notre façon de nous habiller. Au cours du 19e siècle, la couture se fait une place au point de s'industrialiser. Les habits se démocratisent, les femmes s'imposent dans la production textile, tout en faisant connaître leurs droits, tout cela sans que le fil ne rompe. Mais ce n'est que le début. L'arrivée du XXe siècle marque une autre révolution. Une révolution de style, de forme, d'identité. Et si la couture devenait tout simplement un acte politique? Mais pour connaître la réponse, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où l'on parlera guerre, libération, naissance de la haute couture et évolution vestimentaire. Merci d'avoir regardé cet épisode de Sous les jupes de ta mère. Si le contenu te plaît et que tu veux continuer à en découvrir plus sur l'histoire cachée des habits et des gens qui les portent, abonne-toi, laisse un petit commentaire, active la cloche. Bisous!